Bien, nous reprenons nos travaux. Bonjour Lise Bourdeau-Lepage, merci d'être ici. On est très heureux et très honoré de vous accueillir. Lise Bourdeau-Lepage, vous êtes professeure de géographie à l'université Jean Moulin Lyon 3. Vous êtes docteur en économie, chercheur à l'UMR Environnement, Ville et Société. Je lis votre biographie. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. Vos travaux actuels sont dans une optique pluridisciplinaire. Et ça, on en a parlé tout à l'heure, ça nous plaît beaucoup, et nous intéresse beaucoup, qui porte sur la place de la nature en ville, la mesure du bien-être des individus, l'attractivité territoriale et les inégalités socio-spatiales. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont en 2020, Évaluer le bien-être sur un territoire, en 2017, Nature en ville, désir et controverse, en 2015, Attractivité et compétitivité des territoires, théorie et pratique. Vous êtes présidente de l'association de sciences régionales de langue française, éditrice associée à la revue d'économie régionale et urbaine et à géographie, économie et société. Et vous avez fait partie du palmarès 2021 des personnalités du Forum des projets urbains, les 100 qui font la ville. Alors vous avez mené au cours du grand confinement, je reprends vos propres termes, du printemps 2020, en France, un projet de recherche intitulé « Le confinement et ses effets sur le quotidien ». Et vous allez nous en parler à travers une communication que vous avez intitulée « Les bienheureux du confinement en France ». Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis merci pour l'invitation, parce que pour moi, c'est toujours riche de voir un peu ce que font les collègues dans des disciplines différentes sur des sujets qui me tiennent à cœur. Donc déjà ce matin, c'était très intéressant. Voilà. Donc effectivement, ça peut paraître un peu spécial de se dire, on va parler des gens qui ont bien vécu le confinement. Alors c'est un peu induit par quelqu'un qui est dans la salle qui me dit voilà, on voudrait quelque chose autour du confinement, et puis mais des gens, il y a notre colloque, c'est sur la claustrophilie, donc finalement est-ce qu'il y en a qui ont apprécié d'être confinés? Donc du coup j'ai dit faut déjà je vois s'il y en a qui ont eu une augmentation de leur niveau de bien-être au cours du confinement. Et si je trouve quelques individus, on peut regarder qui ils sont et voir en fait quelles sont leurs spécificités, leurs caractéristiques, comment ils ont vécu le confinement, à quelle activité ça a donné, est-ce qu'ils ont eu des grands changements aussi dans leur vie. Voilà, donc proposition, et puis du coup après on regarde les données et on s'aperçoit que quand même on a un certain nombre de personnes qui ont connu une augmentation de leur niveau bien-être au cours du confinement. Alors il fallait trouver un terme, comment je peux les nommer, donc l'idée était venue de les nommer les bienheureux. Bon, vous m'accorderez évidemment qu'il n'y a rien de religieux là-dedans, mais c'est juste qu'il fallait que j'arrive à leur donner un petit nom, et puis que finalement c'est tombé là-dessus, donc voilà. Alors du coup, pour revenir à ce projet de recherche, quand la crise de la Covid est arrivée, vous savez, ce qui s'est produit, c'est que on nous a imposé le confinement à domicile, notamment à partir du 14 mars à midi jusqu'au lundi 11 mai. Et donc l'idée, nous, c'était on était un groupe de collègues. Comme je vous ai dit, je suis présidente de l'association de sciences régionales. Donc il y a des économistes, des gestionnaires, des sociologues, des géographes, des aménageurs, des urbanismes, enfin un certain nombre de disciplines qui sont réunies. Et puis on s'était dit, on aimerait bien être utile au cours de cette crise. Est-ce que finalement on peut servir à quelque chose? Et comme je travaille sur donc on a constitué un groupe qui s'appelle Corté, sur les effets socio-spatiaux du confinement, avec quelques chercheurs, donc André Thor. On a mis en place un blog. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, et de voir comment la question de la proximité pouvait être réinterrogée au cours du confinement, etc. Et puis moi, je travaille sur le bien-être. Je me suis dit, mais en fait, là, j'ai une énorme opportunité, c'est-à-dire de dire finalement comment les gens vont vivre et quel va être le niveau de bien-être des individus au cours du confinement quand on les contraint à domicile. Voilà, donc du coup, vous voyez, on a été confinés le mardi 14, et puis je réfléchis 1 ou 2 journées, et hop, le week-end d'après, le questionnaire est en ligne. Donc en ligne, avec notre réseau de chercheurs, on a beaucoup tweeté, j'ai eu la chance que ça soit repris. Donc ça, je vous le dis après, en fait, par un certain nombre de médias, donc radio, télévision, Le Quotidien,
quotidien Grand Lyon. Donc du coup, le quotidien au sein de Lyon, puisque j'appartiens à l'université de Lyon. Et du coup, en fait, le questionnaire qui était une feuille de calcul Google Sheet, hein, toute simple, finalement, c'est bien diffusé. Je me suis retrouvée avec des personnes qui ont répondu de manière plus de 10 976 personnes habitant en France qui ont répondu au questionnaire. Donc c'est un questionnaire, vous l'avez compris, auto-administré en ligne, hein, dont l'adresse pour remplir le questionnaire a été diffusée via tous les canaux qu'on peut imaginer. Donc j'ai joui en fait de beaucoup de chance et d'intérêt des personnes. Ensuite, donc du coup, on est arrivé à un échantillon représentatif de la population française métropolitaine. Donc évidemment, il y a des gens qui ont répondu au questionnaire à l'étranger, dans les territoires d'outre-mer, hein. Mais après, comme il faut redresser l'échantillon, hein. Quand on a un échantillon comme ça en ligne, il y a des gens qui répondent, mais vous voulez que ça soit représentatif de la population française adulte, donc en genre, en âge, niveau de diplôme et région de résidence. Donc on redresse l'échantillon par des techniques assez simples en fait, hein. Mais du coup, des fois on n'a pas assez d'individus pour pouvoir les dupliquer. Il nous manque des fois des classes d'âge. Du coup, on a été obligé d'enlever la Corse, à mon grand regret, parce qu'on a des Corses dans notre groupe. Voilà, vous voyez un petit peu, il nous manquait des anciens chez les Corses pour pouvoir redresser. Donc voilà, donc du coup on s'est restreint à la France métropolitaine. L'enquête a été menée aussi en Côte d'Ivoire et aussi au Néderlande, donc en Hollande, on va dire, Pays-Bas, voilà. Donc là, on a sorti quelques résultats. Et puis dans la communauté scientifique, en anglais, à travers le monde. Mais là, j'ai pas eu le temps de traiter les données. Alors l'objectif pour moi, pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'était tout simplement de voir comment les Français ou les populations habitant la France métropolitaine vivaient le confinement. Donc déterminer les changements opérés dans leur quotidien, les habitudes de vie, les rythmes de vie, comment ils vont faire leurs courses. Alors ça, je vous en parlerai pas trop des courses parce que c'est pas déterminant. Le sport, les relations sociales, comment ils ont maintenu certaines relations sociales. Ensuite, d'analyser les conditions de vie, donc leur situation face à l'emploi, parce que ça, c'était déterminant. Hein, des gens qui n'ont plus de travail, ou les étudiants qui avaient des petits boulots, ils se retrouvent sans travail pendant le confinement, comment ils font pour vivre, le type de logement, le cadre de vie, et puis aussi leur ressenti en matière d'isolement social. Et donc, il fallait évaluer l'impact du confinement sur le bien-être et la santé des Français. Voilà. Et du coup, il y a une question qui est restée en suspens et qu'on me propose aujourd'hui d'explorer, c'était est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont bien vécu le confinement? On en a entendu un peu parler, ils sont restés assez discrets. Qui sont ces bienheureux, si on en a, et comment ils ont vécu le confinement? Donc c'est ce que je vous propose de répondre à ces questions là, dans une étude qui est pour le moment exploratoire, parce que j'ai pas, en dehors de tests statistiques significatifs, j'ai pas fait de modèle pour voir les facteurs qui allaient jouer le plus, comme il y a eu sur le reste des travaux que j'ai pu faire avec un collègue. Donc la méthodologie, je vous en ai parlé, parce que voilà, je suis pas très sage. Des fois, je suis pas bien le plan, mais bon, c'est cadré. Si vous voulez, je vous donnerai le PowerPoint. Donc on s'aperçoit que finalement, comme l'idée de Charlotte était très bonne, en fait, de dire oui, mais t'es sûr? Bon, je vais aller regarder. Finalement, j'ai des Français qui ont connu une amélioration de leur bien-être au cours du confinement. Alors, combien ils sont? Il y en a certains qui ont eu la réponse tout à l'heure. Ils sont 736 sur 10 976, donc ça fait 6,7% de la population enquêtée en France. Représentatif, hein, évidemment. Voilà. Donc, finalement, c'est pas si petit que ça. J'ai été étonnée, j'ai refait le calcul 2 fois. Je me dis, mais c'est pas possible. Ah, si, 7700. Ah, oui, c'est vrai. C'est en dessous. C'est ça. Bon. Et du coup, ce qu'on peut se dire, c'est en moyenne, en France, il faut quand même cadrer. Hein, on a une chute du niveau de bien-être de 1,47. Donc, quand on pose cette fameuse question, quelle est sur une échelle de 1 à 10, où 1 est la situation la plus détériorée, quel est votre niveau de satisfaction de vie avant le confinement? Et puis après, je posais la même question depuis le confinement. D'accord? Donc voilà, donc c'est une échelle assez classique. Une question que j'utilise toujours dans toutes mes enquêtes, même si mes travaux portent sur d'autres questions, mais pour avoir cet étalon en fait qui est le bien-être, ce qu'on nomme le bien-être subjectif des individus. Donc voilà, donc on se dit finalement ces 736 personnes. Quelle a été l'augmentation de leur niveau de bien-être? Elle a été de 1,36, donc c'est assez important en fait, contre moins 1,47 pour les autres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer nos fameux bienheureux aux autres enquêtés. Et tous les tests statistiques sont significatifs. Donc tout ce qu'on va dire de différence, c'est bon, on peut le dire. Voilà.
Pour faire simple, hein, voilà. Alors, du coup, on se dit, mais finalement, cette frange de la population française, son niveau de satisfaction de vie, il était de combien avant le confinement? Est-ce qu'il était très bas et puis que finalement, il s'est un peu amélioré avec le confinement? Mais c'est exactement ça. Avant le confinement, ces 736 bienheureux, ils avaient un niveau de bien-être de 6,56 contre une moyenne française, enfin, les moyennes des autres enquêtés, hein, qui étaient de 7,86. Vous voyez, donc 6,56, 7,86 avant le confinement. Et pendant le confinement, ils ont un niveau de bien-être de 7,81. Donc, ils ont eu une augmentation, ce qu'on se disait, de 1,32. Voilà. Donc, lisez pas le diaporama, c'est compliqué. Il faut le lire calmement pour y arriver. Parce que je l'ai relu ce matin encore et c'est vrai que c'est pas évident à saisir. Donc, voilà. Donc, on a un niveau de bien-être de 6,56 pour les bienheureux avant le confinement, contre pour les autres de 7,81 avant le confinement. Et au cours du confinement, c'est l'inverse qui se produit. Les bienheureux, ils sont à 7,86 et les autres se retrouvent à 5,6 à 5,6 pour l'ensemble de la France et 5,28 pour les autres simplement. Moyenne française contre les autres. D'accord? Ça va? Ça fait 3 catégories en fait. Et du coup, on se dit, mais alors quel est leur niveau de bien-être? Combien qu'il y en a qui ont moins 7 hein, puisque c'est souvent la moyenne française. Et on s'aperçoit que les bienheureux, ils sont 84%, plus de 84% à avoir un niveau de bien-être supérieur à 7 ou égal à 7 au cours du confinement. Donc là, c'est une nette vraiment très important puisque avant le confinement, sur ces 736 personnes, il n'y avait que un peu plus de la moitié qui avaient un niveau de bien-être supérieur à 7. Donc là, on voit qu'il y a même un basculement. En fait, ça s'est inversé en fait. Alors après, on se dit, mais quelles sont leurs caractéristiques en termes d'âge, en fait, hein, et on voit que, on a, alors je ne savais pas trop comment les qualifier, on voit qu'on a une proportion plus importante des 18-24 ans. Vous voyez, les autres enquêtés, il n'y a que 11% des enquêtés qui ont entre 18 et 24 ans. Là, chez les bienheureux, ils sont presque 16%. Ensuite, si vous regardez les 25-34 ans, ils sont 8,9 et là, pour les bienheureux, ils sont 14%. Donc, en fait, il y a une surreprésentation des gens que j'ai appelés dans la fleur de l'âge. Hein, voilà. Ils peuvent procréer, on va dire. Hein, voilà. Bon, c'était un peu cette idée-là derrière. Ils sont actifs, etc. Je ne sais pas trop comment les nommer. Et puis, les plus de 75 ans. Voilà. Les plus de 75 ans, finalement, sont surreprésentés puisqu'ils représentent 23% de cette population des bienheureux. Voilà, donc les moins de 45 et puis un quart qui a presque plus de 75. Donc, pour les caractéristiques. Également, on se dit, on a beaucoup entendu parler le fait que les femmes ont subi le confinement peut-être un peu plus que les hommes. Alors ça dépend ce que faisaient ces femmes en fait. Hein. Voilà, est-ce qu'il y a des enfants ou pas? Et on s'aperçoit que chez les bienheureux, il y a une surreprésentation des femmes. C'est 58%, ce sont des femmes. Alors que pour les autres enquêtés, normalement, il n'y a que 51% des femmes. Donc on voit que voilà, ça a été bénéfice. Et puis, on a une proportion aussi plus importante de célibataires par rapport à la moyenne des enquêtés, donc en France, et puis ou aux autres enquêtés, puisqu'on a presque 47% de la population qui est célibataire, et puis 33% qui sont pacsés, qui vivent avec un concubin ou qui sont mariés, alors que pour les autres, c'est 61%. Donc là aussi, on voit qu'il y a comme quelque chose qui s'inverse, hein, si vous regardez 34, 33, 46, 61, d'accord. Voilà. Ensuite, la présence des enfants, puisque ça, on en a beaucoup parlé, et on s'aperçoit que les bienheureux sont plus nombreux que les autres habitants à avoir vécu le confinement avec des enfants. Alors ça, vous allez me dire, il faut regarder la question de l'emploi pour pouvoir voir aussi si ça a joué ou pas. Et presque la moitié des personnes qui se disent qu'on peut qualifier de bienheureuses ont passé le confinement avec des enfants dans leur logement. Je ne sais pas si ce sont leurs enfants, mais il y avait des enfants dans leur logement, c'était ça qui m'intéressait en fait. Voilà, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus fort que la moyenne des Français, on le voit nettement, ou encore que les autres confinés. Et puis, bon, voilà, 1 ou 2 enfants habituellement. Ensuite, on se dit, on a beaucoup entendu parler que certaines personnes avec des diplômes avaient mieux traversé le confinement. Alors, quid de la femme qui télétravaille avec des enfants, hein, on va la laisser de côté pour le moment. Mais effectivement, dans les premiers résultats, quand j'ai commencé à traiter, je me disais, en fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas le bac. Effectivement, 54% n'ont pas le bac dans nos bienheureux.
Mais malgré tout, c'est à peu près comme la moyenne française. Si vous regardez, 56 pour l'ensemble de la France. Et les autres enquêtés, ceux qui ne sont pas bien heureux, 56 aussi. Mais en fait, on trouve quand même une distinction. Effectivement, cette question des diplômes est valable pour... On a des gens qui sont dans les bienheureux, qui sont plus nombreux à avoir des diplômes Bac plus 3 minimum, en fait. Voilà. Donc les proportions sont plus importantes puisque ça atteint presque plus de 20% de la population des bienheureux, alors qu'en France, on est à 17%, autour de 17%. Donc voilà, il y a quelque chose qui a joué un petit peu ici. Voilà. Ensuite, donc on commence à les caractériser. Alors, comme je vous ai dit, on avait les régions. Hein. Donc, j'ai pas pu sortir une carte avec la localisation de nos bienheureux par région. Je vous l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps. Hein. C'est regrettable, mais voilà. Mais dans mes résultats généraux, on avait montré que avec Balázs Kotos, hein, qui est le data scientist qui travaille avec moi, que finalement, au cours du confinement, c'était les habitants de Grand Est. J'ai bien dit Grand Est, oui, et Normandie qui avaient le mieux traversé le confinement, qui avaient des niveaux de bien-être les plus élevés. Et donc je me suis dit, est-ce que nos bienheureux se trouvent, dans quelle région ils se trouvent? Et en fait, on s'aperçoit qu'ils sont plus nombreux à être en Normandie et en Grand Est. Donc du coup, on retrouve voilà, ce qu'on avait pu voir au niveau national. Voilà. Et puis par exemple, être en Rhône-Alpes, bon, c'est pas très favorable d'avoir traversé le confinement en Rhône-Alpes, par exemple. Voilà. Donc j'ai d'autres cartes avec la moyenne des Français, si vous voulez, je les ai mis dans les annexes parce que ça peut vous intéresser. Mais du coup, on retrouve en fait cette fameuse configuration. C'était le niveau de bien-être, donc plus la couleur est foncée, plus c'est favorable, puisqu'on atteint presque 10, d'accord ? Voilà, donc on voyait bien qu'on avait la Normandie et puis le Grand Est. Et puis finalement, quand vous regardez donc, le tableau là, qui est très lisible pour vous et qui est lisible pour moi dans l'écran, vous voyez qu'en Normandie, on a 7,5% de nos bienheureux et 23% Grand Est, ce qui est largement au-dessus de ce qu'on a dans la moyenne des autres régions de France pour l'ensemble de la population. Donc, ils habiteraient en Grand Est, en Normandie, beaucoup plus que normalement. Ensuite, l'idée, c'était de se dire, finalement, est-ce qu'ils habitent dans des maisons avec jardin? Parce qu'on sait que ça pouvait être un facteur qui jouait favorablement. Et en fait, effectivement, sur la maison avec jardin, les bienheureux sont moins nombreux à avoir une maison à habiter, à avoir passé le confinement plutôt dans une maison avec jardin. Par contre, ils sont plus nombreux à avoir passé le confinement dans un appartement sans vue ou avec vue. Donc, dans les critères, en fait, je leur demandais tout simplement, est-ce que vous êtes dans votre logement habituel? Donc, 94% étaient dans le logement habituel. La même chose pour les bienheureux. Donc, il n'y a que 6% de la population française qui s'était déplacée, qui avait changé. Et quand ils ont changé, c'était pour être dans une maison avec jardin. Et je leur avais demandé, est-ce que vous passez le confinement dans un appartement sans vue, avec un balcon ou une terrasse, ou une maison avec un jardin, un espace extérieur? Et c'est eux qui qualifiaient le fait qu'il y ait une vue ou pas de leur appartement. Hein, d'accord ? C'était vraiment, c'est souvent comme ça, ce que je fais, c'est leur représentation à eux. Voilà. Je n'impose pas parce que sinon, c'est les miennes. Enfin voilà, ce qu'on considère comme vue n'est pas considéré comme vue par d'autres. Donc du coup, c'est laissé à l'appréciation. On peut en discuter, hein, évidemment, de ça. C'est ma façon de faire jusqu'à maintenant, pour pas non plus les forcer à qualifier un lieu avec ma représentation de chercheur. Donc voilà. Mais bon. Ensuite, ils ont passé le confinement dans des appartements en moyenne un peu plus petits que le reste de la population française. Et on le voit, en moyenne, 86 mètres carrés le logement, contre 96 pour les autres enquêtés. Voilà, ils sont quand même 39% à être dans un logement de plus de 100 mètres carrés. Et là, c'est intéressant parce que vous voyez, j'ai mis 11%, c'est le reste les autres enquêtés. Donc, ils sont quand même plus nombreux à être dans un logement supérieur à 100 mètres carrés que les autres enquêtés, ceux qu'on ne qualifie pas de bienheureux. Donc, il y a un effet moyenne, vous voyez, donc c'est pour ça que c'était intéressant d'aller regarder où il y en a qui sont dans des tout petits appartements de 6 mètres carrés dans nos bienheureux. Voilà, ce qui explique en fait que notre moyenne soit petite. Oui, j'ai trouvé, en fait, le min, c'est 6 mètres carrés, et pour les autres enquêtés, c'est 9. Voilà, donc c'est vrai que c'est très difficile à lire, il faut vraiment prendre avec beaucoup d'attention, et il y aura encore des traitements à faire, je pense, après cette présentation-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on voulait dire? Voilà, ça, je pense qu'on a fait un peu le tour.
Ensuite, voilà, question du travail, on vous laisse le dire. Alors, ce qui est clair que dans les travaux sur l'ensemble des personnes, des Français, on s'aperçoit que ceux qui travaillaient pendant le confinement et se rendaient sur leur lieu de travail, ceux qui ont subi une chute de leur niveau de bien-être la plus importante dans la population française. C'est pas écrit sur la diapo. Voilà. Et donc, du coup, la question, c'est de se dire, parmi mes bienheureux, est-ce que j'en ai beaucoup qui vont se rendre sur leur lieu de travail? Parce que ça a été un élément de chute du niveau de bien-être, un facteur qui a fait chuter le niveau de bien-être, c'est tout à fait clair, parce qu'il y a l'anxiété, et l'anxiété d'aller sur son lieu de travail et d'être en contact potentiellement avec le virus, mais aussi de le rapporter à la maison. On sait qu'il y a certaines populations, les infirmières, qui ont déménagé, qui ont pris des chambres ou à qui on a, dans le meilleur des cas, prêté des appartements pour qu'elles puissent se reposer et puis surtout éviter cette crainte de rapporter le virus dont on ne savait pas ce que c'était au départ, en fait, clairement, chez elles. Donc du coup, voilà, on s'aperçoit que nos bienheureux... il n'y en a que 3,8% qui se rendaient sur son lieu de travail, donc 4 qui ont travaillé pendant le confinement et qui se rendaient sur leur lieu de travail, contre les autres enquêtés, 10%. Donc ça a quand même quelque chose qui joue. Ensuite, nos bienheureux sont des gens qui travaillent en général, presque 55% de notre population. Et ils ont été aussi, si vous regardez, un peu plus en télétravail, ceux qui travaillaient, que les autres enquêtés. Donc, et on sait que le télétravail a été plutôt quelque chose de favorable pour le bien-être des personnes. Toutes choses égales d'ailleurs, évidemment. Voilà, parce que ce que j'ai montré au niveau national, c'est que les télétravailleurs ont eu une baisse de leur niveau de bien-être moindre que les autres. Évidemment, parce qu'il y a la question, déjà, ils ne se rendent pas sur leur lieu de travail, donc pas en contact avec le virus, mais aussi, ils gardent leur salaire. Il y a ça aussi, donc il ne faut pas négliger ça. Il y a une question sur le salaire, ça va venir. Voilà. Et ceux qui se rendaient sur leur lieu de travail, c'était ceux qui ont vraiment une chute de leur niveau de bien-être énorme, et on le comprend aisément. Et puis en plus, on sait que c'est les populations, alors les moins aisées souvent, qui se rendaient, une grosse partie de la population qui étaient les moins, ce que moi je nomme les moins aisés, voilà, du coup, ou les travailleurs du crépuscule, une autre manière de les qualifier, en grande partie, mais pas seulement. Et donc, du coup, j'en arrive donc à cette question. On les a un peu caractérisés. Vous voyez, maintenant, on va regarder leur cadre de vie. Et ce qu'on voit, c'est quand même nos bienheureux, comme l'ensemble de la population française ou les autres enquêtés, ceux qui ont eu une chute de leur niveau de bien-être, ont quand même bénéficié d'un apaisement de leur cadre de vie et de leur rythme de vie. Donc ça, effectivement, j'avais une question en leur posant la question déjà sur les nuisances sonores. Et on s'apercevait qu'en moyenne en France, avant le confinement, tous les individus qui ont été enquêtés, on avait plus de 36% de la population qui subissait des nuisances sonores. Au cours du confinement, elle a été divisée par 2. Donc on est tombé autour de 17%, quelque chose comme ça. Donc est-ce que nos bienheureux, eux aussi, ont bénéficié d'une diminution des nuisances sonores? À peu près de la même manière. Donc voilà. Donc, ils ont exactement, on est à peu près sur les mêmes proportions à subir moins de nuisances sonores, donc un apaisement de leur cadre de vie. Alors les nuisances sonores, parce que pour dire un peu ce que j'entendais, je les laissais à la discrétion de mes enquêtés, comme d'habitude, mais j'ai mis une petite parenthèse en mettant le bruit des voisins, de la rue, voilà, pour qu'ils pensent à tout quand ils répondent au questionnaire. Donc du coup, ils ont un peu expérimenté, comme l'ensemble de mes habitants en France, les vertus du calme, en fait, quelque part. Ensuite, l'environnement de vie, on s'est demandé finalement, est-ce que vous pouvez considérer que depuis le confinement, finalement, vous avez anticipé un environnement général, enfin un ralentissement général de votre environnement de vie. Alors l'environnement de vie, c'est pareil, c'est à leur discrétion, mais c'est les relations sociales, le rythme, les obligations, etc. Et les activités aussi, évidemment. Et on s'aperçoit que 75% des bienheureux déclarent avoir ressenti depuis le confinement un ralentissement général de leur environnement de vie. Donc ça, c'est un peu moins que les autres enquêtés. Donc le ralentissement a été moindre chez les bienheureux que chez les autres enquêtés. Alors peut-être que ça a joué quelque part aussi sur le fait d'avoir un sentiment d'être encore actif, quelque chose de ce niveau-là. Et après, quelque chose qui jouait négativement sur le changement de niveau de bien-être, c'était évidemment, est-ce que chez moi je me sens en sécurité ou pas ?
par rapport au virus, rappelez-vous, hein, c'était il y a 2 ans. Hein. Et du coup, ils sont 92% à se sentir en sécurité chez eux, et c'est à peu près la moyenne des autres enquêtés. Donc, il n'y a pas de on ne peut pas les distinguer par rapport à ça. On sait que pour traverser le confinement, ce que nous apprennent des études, on va dire aller en santé avec un grand S, d'avoir un rythme de vie régulier et donc de mettre en place un emploi du temps particulier en ayant les temps pour déjeuner et avoir une organisation qui soit cohérente et régulière favorise en fait est favorable à la santé aussi à notre manière de percevoir notre vie. Donc du coup la question que je leur avais posée, c'est est-ce que vous avez mis en place un emploi du temps particulier au cours du confinement, voilà, pour réguler en fait et pas se retrouver à manger la nuit, travailler la nuit, enfin voilà, etc. Parce qu'ils sont désynchronisés aussi avec le soleil. Enfin bon, toutes plein de choses qui expliquent que finalement ça a son importance. C'est ce que montrent les études justement, que d'avoir un rythme régulier c'est mieux pour nous en général. Et on s'aperçoit que vous voyez que les bienheureux ils sont beaucoup plus nombreux que les autres enquêtés, que ceux qui ont connu une baisse de leur niveau de bien-être ou une stabilité, enfin ou le même niveau de bien-être, pas de changement, que les autres à avoir mis en place une nouvelle organisation dans leur vie. Ils sont presque 44% à avoir mis en place une nouvelle organisation, contre 26% pour les autres. Donc du coup, là aussi, on peut se dire que ça a joué finalement positivement. Ensuite, vous savez, je vous l'ai dit, je travaille sur la nature en ville. Et on dit qu'il y a des vertus bénéfiques du végétal, de l'animal sur nous, hein, ça rejaillit. Et donc, du coup, une question qui me paraissait indispensable pour croiser mes travaux et puis voir ce qui allait se passer pendant le confinement, c'est est-ce que les gens qui avaient des animaux de compagnie à sortir, des animaux de compagnie qui ne doivent pas sortir et des plantes, avaient mieux traversé le confinement? Parce que logiquement, ça a un effet positif sur le bien-être des gens. Les résultats généraux sur l'ensemble de la population enquêtée montrent que ça a été un facteur négatif, un facteur qui a joué négativement sur le bien-être des gens. Je ne m'attendais pas du tout à ça, pas du tout. On y reviendra. Et en fait, on s'aperçoit que les bienheureux sont moins nombreux que les autres enquêtés à avoir des animaux de compagnie à sortir ou à pas sortir ou des plantes chez eux. Donc du coup, voilà. Donc là, c'est ce que... Alors, on peut parler... Alors, c'est peut-être un grand mot de parler d'éco-anxiété, mais les gens qui avaient un animal de compagnie, finalement, sachant que c'était une zoonose, se demandaient aussi... s'inquiétaient pour leurs animaux, mais s'inquiétaient aussi pour la question environnementale, et donc auraient peut-être une sensibilité, entre guillemets, du vivant un peu plus exacerbée, donc une crainte pour le futur, et donc ça aurait joué négativement. En plus, les gens qui ont des animaux à sortir, bon ça c'est des hypothèses de recherche, hein, c'est que quand ils sortent, ils sont dans la rue, ils parlent avec des gens, et vous savez que c'est un animal, l'animal peut servir de médiateur dans les relations sociales, et donc du coup là, aller se promener, ils étaient tout seuls, et ça devenait une crainte de sortir et de croiser des gens. Voilà, donc il y a deux... Voilà, bon, après on peut en discuter longuement. J'affirmerai rien puisque ce sont des hypothèses. Hein, mais en tous les cas, voilà. Et vous voyez, le premier résultat qui avait un peu interpellé tout le monde lors des présentations, surtout quand on présente des résultats d'enquête sur la nature à des gens spécialistes de la question, c'est vrai qu'on était un peu surpris. Donc on réfléchit à ça. Et finalement, pour les bienheureux, finalement, eux, ils avaient moins nombreux à avoir des animaux de compagnie. Donc voilà, ils jouent peut-être un peu dans l'autre sens. Voilà. Après, les bienheureux, comment ils ont fait société à distance? Ils ont moins fait société à distance. En fait, quand on vit en société, on a des modalités d'articulation des relations sociales et on va chercher des modes pour entrer en interaction. Je pense que je vous apprends rien vu qu'il y a des anthropologues ici, des sociologues. Donc du coup, il y avait une question. J'avais posé une question. Je me dis comment ils vont faire. On va faire société à distance et donc j'avais posé toute une série de questions sur la manière de faire société à distance. Donc c'était par exemple, est-ce que déjà on a déployé la proximité virtuelle? Donc la proximité virtuelle, c'est le fait d'être proche de quelqu'un en n'étant pas en face à face avec lui. Donc typiquement, là, ceux qui sont en train d'écouter la conférence sont en proximité virtuelle depuis ce matin. Donc pour ça, est-ce qu'on peut installer des applications sur son téléphone, sur sa tablette, sur son ordinateur? J'avais posé cette question, est-ce que vous avez tout simplement
installer de nouvelles applications sur votre téléphone, votre tablette et l'ordinateur, portable ou non portable. Et il y avait 34,4% des autres enquêtés qui ont répondu oui, et les bienheureux moins. Ils ont moins installé d'applications que les autres, moins nombreux. Ensuite, c'est vrai qu'on voit chez les bienheureux une augmentation de la recherche d'informations et de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, hein, mais elle est moindre par rapport aux autres enquêtés. Ils ont moins utilisé ce que je nomme le virtuel, hein, que les autres, aussi bien pour chercher des informations, pour faire des achats, pour se connecter avec des gens. Ils l'ont moins fait. Donc, en fait, ils ont moins utilisé finalement ces modalités d'articulation sociale virtuelle. D'accord ? Après, je vais un peu plus loin. Je me dis, mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils ont eu des actions d'entraide et de solidarité ? Et donc, on s'aperçoit qu'ils vont notamment l'aide pour leurs proches. Nos enquêtés, en général, ils sont au niveau de la France, 43% à avoir mené des actions d'entraide et de solidarité. Chez les bienheureux, il y a seulement un quart qui l'a fait. Donc pareil, plus tourné autour d'eux. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ne l'ont pas fait pour l'aide, mais par contre, pour les courses, ils l'ont fait beaucoup plus que les autres personnes vivant en France, puisque 35% des bienheureux ont eu des actions d'entraide et de solidarité liées à l'activité de course, faire ses courses, voilà, contre 25% pour les autres, pour la population française. Et tout ce qui est lié à d'autres choses, des actions d'entraide et de solidarité, ils sont 8% à les avoir menées contre 15%. Donc on voit encore là que cette question du déploiement des liens sociaux se fait de manière se fait de manière différenciée. Alors les actions de solidarité, les participations à des actions collectives, alors qu'on peut qualifier d'actions collectives, hein, seulement. Je ne parlerai pas de solidarité. Le fait d'applaudir à la fenêtre, nos bienheureux, ils ont été que 28% contre 40% pour la population française. Voilà. Les apéros sur le net, non, 15% contre 22% pour les autres. Et les échanges musicaux, 5%, à peine 5%. Donc vous voyez, l'articulation en fait, sociale s'est faite de façon complètement différente par rapport aux Français. En tout cas, avec beaucoup moins d'utilisation ou d'amplitude. Et puis du coup, on se dit, alors s'ils n'ont pas fait ça, est-ce qu'ils sont ennuyés ou pas ? Donc, y a la moitié de nos bienheureux qui ne sont pas ennuyés pendant le confinement. Alors que les autres enquêtés, il n'y en a que 30% qui ne sont pas ennuyés. Donc voilà, ils s'ennuient moins que les autres. Et ils sont 30% à ne s'ennuyer que très rarement. Donc vous voyez, ça fait presque 80% de la population qui finalement, c'est pas trop ennuyé, quoi. Que les autres sont terriblement ennuyés. Donc voilà. Donc l'ennui peut présent chez les bienheureux. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Vous voyez. Donc il y avait. Alors la question qui était posée, c'était vous est-il arrivé de vous ennuyer depuis le confinement ? Puis il y avait avant le confinement, évidemment, mais là je vous passe les détails parce qu'il y avait énormément de questions. Hein. Donc jamais, rarement, souvent, continuellement. Voilà. Et on voit que c'est beaucoup moins important. Ensuite, une question qui nous intéresse énormément, c'est évidemment celle de l'isolement social. Dans les travaux qui sont menés, en particulier par les médecins, les psychologues, mais pas seulement, et puis sur le confinement lui-même, quand on est en prison, on sait que le sentiment d'isolement social peut vraiment atteindre la santé même mentale des personnes, ça c'est clair. Et également, on sait aussi que certaines populations en France qui sont plus isolées socialement ont un niveau de bien-être moindre, d'accord ? Donc ça, il y a une question là-dessus, donc en se disant quel est vos changements sur le sentiment d'isolement social ? Est-ce que vous êtes plus isolé socialement, pas de différence, ou moins isolé ? Avant le confinement et depuis le confinement, donc au cours du confinement. Et on voit qu'il y a plus de sentiments d'isolement social, ça touche 22% de nos bienheureux contre presque 50% des autres enquêtés. Donc là, ils sont moins victimes de l'isolement social, ce qui peut peut-être expliquer qu'ils ne sont pas menés à faire des apéros sur Internet, etc. Ils vivent peut-être un petit peu autrement, ou ils déploient leurs relations sociales de manière différenciée. On a moins d'un tiers des Français, et pendant le confinement, il y a moins d'un tiers des Français qui se sont déclarés jamais isolés socialement. Donc moins d'un tiers, donc c'est pas
C'est pas beaucoup, alors qu'avant le confinement, il y avait 60% de la population française qui répondait ne pas se sentir isolée socialement. Voilà. Jamais isolée socialement. Donc là, on a eu une diminution. Voilà. Donc ça, c'est assez... Je suis désolée, ça fait beaucoup de chiffres. Hein. Voilà. On veut caractériser nos bienheureux, donc voilà, on essaye un peu de couvrir tout le champ. Ensuite, on arrive à cette question de l'état de santé. Est-ce que finalement, ils ont moins subi de dégradation de leur état de santé? Ils en ont subi, mais vous allez voir un peu de manière différenciée par rapport aux autres, au reste de la population enquêtée. Donc, effectivement, il y a un effet notable du confinement sur l'état de santé des enquêtés de manière générale. Mais on voit, par exemple, que la question qui était posée, c'est est-ce que vous avez plus d'insomnie depuis le confinement qu'avant le confinement? C'était ça la question qui était posée. On s'aperçoit que pour l'ensemble des Français, ils sont presque 44% à dire oui, j'ai plus d'insomnie maintenant qu'avant le confinement. Nos bienheureux, ils sont que presque 40%, donc moins encore. Ressentir plus de fatigue. 43% de l'ensemble de la population enquêtée contre 35% pour nos bienheureux. Ensuite, est-ce que vous avez plus de migraines? Alors là, l'ensemble des enquêtés, c'est même pas 25%. Et nos bienheureux, là, par contre, ils ont eu plus de migraines que les autres. Donc là, il y a cette petite chose qui apparaît supérieure. Après, les douleurs musculaires liées à l'inactivité, vous voyez ce que je mets derrière un petit peu, les bienheureux ont été moins touchés. Donc, sur les capacités cognitives, les bienheureux ont reconnu avoir plus de difficultés de concentration qu'avant le confinement. Mais vraiment, c'est 0,7 points par rapport aux autres. Les troubles de l'attention, par contre, ils ont été moins victimes. Et après, sur l'état émotionnel, de la tristesse, ils ont été moins nombreux à ressentir plus de tristesse qu'avant, alors que les Français, c'est presque 58% des Français qui ont ressenti plus de tristesse qu'avant. Sur l'irritabilité, nos bienheureux ont été moins nombreux à se sentir plus irrités que les autres. Sur la colère, ils sont moins nombreux à ressentir de la colère. Et puis, par contre, il y a une petite différence sur l'excitation. Ils sont plus nombreux à ressentir de l'excitation. Voilà. C'est un peu des résultats. Et après, ce que je vous avais dit, c'est dans la question de la santé, il y a évidemment cette question des inquiétudes, des signes de stress. Donc, on peut se demander s'ils sont angoissés ou inquiets par rapport à leur situation financière. On s'aperçoit que il y a un tiers de nos bienheureux qui sont inquiets pour leur situation financière, donc un peu plus que les autres, mais moins nombreux à être angoissés. Donc voilà, on a une petite différence notable là-dessus. Après, ce qu'on utilise des fois, c'est comme stress psychosocial, c'est la consommation d'alcool. Et on s'aperçoit qu'ils ont été moins nombreux à avoir plus que d'habitude. Donc voilà, on voit qu'ils subissent peut-être un peu moins le stress psychosocial. Hein. Bon, voilà, c'est juste des signaux. Hein. Voilà, je ne vais pas plus loin que ça. Et puis des écarts alimentaires. Alors là, par contre, ils sont seulement un quart à avoir fait plus d'écarts alimentaires. Et en gros, en fait, les autres résultats sur cette question de l'alimentation, ils ont un peu changé leur manière de manger et ils reconnaissent mieux manger qu'avant. Donc du coup, il y a un effet aussi là-dessus. Et sont finalement des personnes qui vont prendre soin d'elles. Alors comment j'essaye de mettre ça, je ne sais pas trop comment qualifier ça, mais donc du coup prennent soin d'eux, c'est bien heureux. C'était l'idée qu'on leur posait la question avant le confinement et depuis le confinement, est-ce que vous adonnez au yoga, à la relaxation chez vous? Et on voit que ils étaient plus nombreux avant le confinement à le faire que la population moyenne, puisque c'était 15%, eux ils sont près de 40%. Et depuis le confinement, il y a presque la moitié qui fait des exercices de relaxation et du yoga chez les bienheureux que 22% en France. La lecture, c'est un peu la même chose. Ils sont plus nombreux à lire avant, mais aussi l'augmentation est plus importante après. L'entretien physique, donc de la même manière. Donc c'était, est-ce que vous faites de la musculation, ce genre de questions. Ils sont plus nombreux avant, plus nombreux après, et il y a 20 points de différence, donc c'est énorme depuis le confinement. Pour la musique, c'est pareil. Il n'y a pas eu d'augmentation sur l'activité. Ils ne sont pas rués sur leur guitare quand ils avaient 15 ans pour se remettre à faire de la guitare. Voilà, un petit peu comment on peut les caractériser. Et du coup, on en arrive à se dire, mais finalement, est-ce qu'on peut vraiment avoir un type de population de l'autre côté?
c'est vrai que finalement, il y a une petite frange de la population française qui a finalement mieux vécu que les autres le confinement en France. Et voilà, ce qu'il faudrait maintenant, c'est, comme on l'a fait sur les facteurs qui jouent sur le changement de niveau de bien-être et en particulier la diminution du niveau de bien-être, il faudrait faire un petit modèle pour voir finalement quels sont les facteurs qui ont le plus joué. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a une distinction entre ces 736 personnes et les autres enquêtés. Il y a des différences statistiques qui sont significatives, donc on peut les caractériser un peu. Et voilà. Et donc là, après, je vous avais mis sur le net ce qu'on trouve, donc un article sur l'isolement social et le bien-être, qu'est-ce que ça joue ou pas, comment ça a joué. Ensuite, quelque chose sur la question, le rapport général de l'enquête, avec pas de zoom sur les bienheureux, hein, vous l'avez compris. Et puis après, la question de le confinement comme révélateur de l'attrait pour la nature en ville. Et puis après, c'est plus ce que je vous ai dit, le petit article qui est sorti sur les différences entre rural et urbain de niveau de bien-être au cours du confinement dans les Pays-Bas. Et on voit des différences entre le monde rural et le monde urbain. Donc voilà, c'est le dernier article qui est issu d'une autre enquête en fait. Voilà. Et sinon, voilà, c'était Corté, la consultation francophone sur les impacts sociaux et spatiaux du Covid avec l'équipe. J'ai été financée, alors j'ai lancé l'enquête sans financement, puis au mois de mai, j'ai eu un IDEX de Lyon qui m'a permis de faire travailler avec le data scientist. Et ça, c'était chouette parce que du coup, j'ai pu vraiment... Parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose, en fait, notre échantillon est le représentatif de la population, mais vous savez que normalement, on n'a pas le droit de comparer des niveaux de bien-être entre deux personnes. Mais là, en fait, c'est le bien-être, on l'a dit, étalonné. On a rendu les niveaux de bien-être déclarés comparables entre les individus. Voilà. Alors, parce qu'il y avait d'autres questions, et donc on pouvait étalonner la manière dont les gens évaluaient est-ce que je note sec ou pas, voilà, quand ils répondent à d'autres questions. Du coup, concrètement, on peut comparer la valeur donnée par vous, madame, avec la mienne, enfin par Charlotte, puisqu'elle a répondu, par Charlotte à l'enquête, avec celle de mon mari. C'est comparable, voilà. Alors que si vous ne faites pas cette modification, vous pouvez vous les comparer, mais en fait, ce n'est pas vraiment comparable parce que peut-être que Charlotte note plus sec que mon mari, voilà, tout simplement, parce qu'il a répondu à l'enquête. Enfin, il a été le cobaye, en fait, un peu. Donc, voilà. Donc ça, j'ai oublié de vous le dire, mais effectivement, en termes de méthode, c'est extrêmement important de le faire. Et c'est vrai que sans mon collègue, ça aurait été compliqué pour moi parce que j'ai pas forcément. Je sais comment on fait, mais les compétences après techniques, je les ai pas forcément. Voilà. Du coup, voilà. Et puis après, il y a toute une série d'annexes. Donc ça, je vais juste vous la donner parce que je pense que ça peut être intéressant. Parce qu'on a parlé d'éco-anxiété un petit peu. En fait, je posais une question en fait sur et comme un peu ça fait écho à ce qu'on disait ce matin. Il y avait une question. Pensez-vous que cette période de confinement changera quelque chose dans notre manière de prendre en compte l'environnement et de le préserver? L'ensemble des enquêtés, ils ont été plus de 69% à répondre oui, ça va changer quelque chose. Et il y a environnement et la manière de le préserver en plus. Nos bienheureux, ils ont été beaucoup moins nombreux à dire oui. Ah, ça, c'est assez intéressant. De la même manière, notre manière de vivre, 67% des personnes interrogées, pas français, hein, des personnes qui habitaient en France pendant le confinement, voilà, ont répondu que ça allait changer quelque chose dans notre manière de vivre. Nos bienheureux, moins nombreux, ils sont autour de 40. Et puis, sur le travail, on a beaucoup parlé du télétravail, des changements de travailler. Au cours de l'enquête, il n'y avait que 43% des personnes interrogées qui disaient que ça allait changer quelque chose dans notre manière de travailler. Et malgré tout, on a eu des gros titres autour du télétravail et tout, qui touchent pourtant que 30% de la population active en France. Le télétravail, voilà. Donc du coup, les gens, et donc nos bienheureux, eux, ils ont moins répondu oui à ces questions-là. Donc voilà, est-ce qu'ils sont plus réalistes? Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. Voilà, je pense que je peux arrêter. Je pense que j'ai tenu, je sais pas si j'ai tenu les temps ou pas du tout. J'en ai aucune idée. Voilà, merci.
professionnel, ça se dessine justement. Oui, mais là on est quand même sur un portrait flou. Est-ce qu'il y a des traits communs? Est-ce qu'on sait déjà les CSP de ces gens-là? Non. Alors du coup en fait sur justement, alors c'est encore volontaire. J'ai travaillé sur le niveau d'études et pas sur les CSP. Mais ça, c'est volontaire. Je laisse aux sociologues d'utiliser les CSP. Je pense que voilà, j'essaye à chaque fois de me mettre mettre des méthodes qui ne vont pas forcément recouper. Alors, ça ne facilite pas le travail après de comparaison, mais en même temps, c'est de tester aussi si le niveau d'études, est-ce qu'on parle beaucoup des CSP et du revenu, et puis des fois, on peut se dire qu'il y a d'autres critères qui sont plus valables. Donc, du coup, je travaille souvent sur ces autres critères. C'est un peu volontaire. Ça ne facilite pas la tâche. Et du coup, en plus, aujourd'hui, les CSP, mettons les pieds dans le plat, est-ce qu'elles ont encore un grand sens au niveau des capacités financières? On sait que, voilà, on est enseignant-chercheur, non? Voilà, on a tout dit en disant ça. Si, voilà, donc c'est pas parce qu'on est dans les CSP++ qu'on va avoir des salaires les plus importants. Enfin voilà, il y a quelque chose à relativiser qui est en train de se changer dans la société française. Et donc du coup, réinterroger le revenu, les CSP, le niveau de diplôme, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc moi, j'ai souhaité travailler sur le niveau de diplôme. Puis aussi parce que je voulais pas être intrusive aussi par rapport aux personnes. Et je trouve que leur demander de se mettre dans une case, c'est compliqué. Mon questionnaire, il était bienveillant, enfin voilà, et je trouvais que voilà, le niveau de diplôme, c'était plus neutre. Mais bon, après, c'est un choix. Alors après, pour répondre à votre question, oui, il y a un profil qui apparaît. C'est finalement, on a, par rapport aux autres, ils sont quand même, on a des différences par rapport à ceux qui ont une diminution de leur niveau de bien-être. On voit qu'on a plus de femmes, mais pas seulement. Qu'on voit qu'on a des gens qui ont une proportion plus importante à avoir des diplômes que l'ensemble de la population française, en fait, enquêtée. On voit qu'ils ont été peu nombreux à aller en télétravail, qui travaillent en général, qu'ils ont été en télétravail, mais surtout, ils sont moins rendus sur leur lieu de travail. On voit qu'ils prennent soin d'eux plus que la population française. On voit qu'ils n'ont pas les mêmes... l'articulation sociale se fait de manière différente, ça on le voit nettement. Voilà, donc il y a quand même il y a quelque chose qui se tisse effectivement, un portrait flou comme le dit Charlotte, mais en fait on peut pas résumer des éléments extrêmement complexes et multidimensionnels en 2 ou 3 éléments qui vont être déterminants. Voilà, là c'est peut-être en prenant l'ensemble des questions qui sont pertinentes pour expliquer l'augmentation du niveau de bien-être dans un modèle économétrique, on peut vous dire après quels sont les facteurs dominants. Mais si on regarde par rapport aux autres travaux menés sur le reste de l'exploitation de l'enquête, on s'aperçoit que quand même il y a une vérification et qu'ils sont en sens inverse par rapport à ceux qui ont eu un niveau de diplôme, un niveau de bien-être qui a diminué. Et du coup, c'est multifactoriel. Et voilà. Et donc, du coup, c'est pas blanc, c'est pas noir. C'est du grisé et c'est des petites points, des petites touches. Ce qui est complètement... c'est compliqué quand on veut ramener ça dans le dialogue, dans le dialogue au sein de la société ou la mise en débat, parce que du coup, ça demande de se concentrer, d'être dans la nuance, en fait. Et ça, c'est un peu compliqué, on va dire. Voilà. Du coup, moi, ce qui m'a un peu surprise, mais j'avais déjà vu dans les autres résultats de l'enquête, c'est que finalement, les femmes étaient plutôt pas mal positionnées. Et là, c'est complètement confirmé avec les bienheureux. Mais une catégorie de femmes. Voilà. Vous voyez. Et oui, les enfants ont joué positivement, parce que voilà, ces enfants, voilà. Numérique. À ce qu'on a entendu. À ce qu'on a entendu. Si vous aviez réfléchi tout seul, vous c'est peut-être arrivé à ça. On a été beaucoup influencés. Je pense que moi, l'hypothèse que je peux faire à partir de ces données, et merci infiniment d'avoir joué le jeu de rouvrir les tableaux Excel pour produire vraiment ça pour nous, c'est un peu le profil flou du casanier. En fait, on n'a pas entendu ce terme-là depuis le confinement. Les casaniers, ceux qui aiment bien être chez eux, dans leurs pantoufles. Tu as trouvé nos claustrophiles. Mais oui, non, mais c'est ça, les claustrophiles, c'est ceux qui sont casaniers. Et si alors c'est un peu la magie, le piège, je sais pas, de la transdisciplinarité dont on fait le pari ici.
de passer d'une discipline à l'autre, et donc de mélanger et de caramboler les termes. Si on se dit que le bien-être, c'est l'inverse du stress. Qu'est-ce que c'est que le stress? C'est un écart à la normale. Et donc en fait, quelqu'un qui est casanier, qui aime bien être chez lui, qui ne prend pas d'apéro, qui voit personne, qui dit juste bonjour à son voisin comme ça, bah, quand il vit le confinement, c'est à peine comme un peu différent, quoi, pas tant que ça. Moi j'ai entendu autour de moi quelqu'un qui a dit en rigolant, donc je ne lui en veux pas du tout, il n'y a pas tellement longtemps, après des vagues successives de Covid, qui a dit « Oh, si on n'a pas chopé le Covid, c'est qu'on a raté sa vie sociale ». Comme si, comme forcément on se mélange et comme forcément on va au resto, au bar et tout ça, forcément on chope le Covid. Bon, j'ai pas chopé le Covid, mais j'ai pas le sentiment d'avoir raté ma vie sociale pour autant. Et je pense que c'est la figure du casanier qui se dessine. Mais c'est vrai qu'on a envie quand même, c'est la question que je vous pose en termes scientifiques, est-ce que dans cette population de bienheureux, vous avez leur adresse mail? Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a les moyens techniques déjà, et est-ce qu'on a l'envie, alors de mon point de vue oui, mais le droit de leur redire 2 ans après, coucou, vous avez participé à ça, pour peut-être cerner un profil alors psychologique qui viendrait des neurosciences, émotionnel qui pourrait venir de la psychologie, casanier qui pourrait venir d'un petit peu partout, parce que c'est quand même assez chouette, et peut-être qu'il y a des facteurs sur lesquels on ne pourra jamais intervenir. On ne va pas dire aux gens faites un exercice de confinement tous les ans pour vous préparer à la prochaine pandémie, mais que si peut-être dans des dispositions psychiques on sait que c'est protecteur, ça peut être intéressant aussi, quoi. Alors, du coup, pour répondre à votre question, elle est assez simple en fait. Pour pouvoir récupérer les adresses mail, il aurait fallu mettre en place le protocole en fait, de protection des données, etc. Et voilà. Et moi, j'ai lancé l'enquête seule devant mon ordi en faisant quelques tests. Et du coup, il y avait des questions que je voulais poser et que je n'ai pas pu poser, notamment est-ce que quelqu'un était malade chez vous? Voilà, j'avais cette question-là, je n'ai pas pu la poser parce qu'elle est sur l'état des données de santé. Et les questions mail, par contre, à la fin du questionnaire, je leur laissais mon adresse mail et certains m'ont envoyé un mail en me disant voilà, le questionnaire, c'était agréable de le passer ou autre, mais qu'est-ce que c'est que ce questionnaire? Et j'ai eu des gens aussi au téléphone, mais c'est des gens qui m'ont envoyé un mail, donc j'ai à peu près sur les 10 000, auxquels j'ai pu vraiment traiter et répondre, 1200 mails à peu près auxquels j'ai répondu, parce que j'ai répondu à toutes les personnes, et celles que j'ai pu oublier, si elles écoutent, j'en suis navrée, mais j'ai répondu à tous les mails, sachant que moi j'ai eu la Covid, donc j'ai lancé l'enquête le lundi, j'ai été déclarée Covid en mars 2020, 2 jours après, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait l'enquête, j'ai répondu aux médias, je suis passée sur les télés avec la Covid. Donc du coup, il est possible que j'ai pas répondu à tous les mails. Donc voilà, tout ça, ça s'est fait dans mon lit. Tout ce que vous avez vu là, j'étais dans mon lit avec mon ordi que j'éteignais pour dormir 2 heures, pour reprendre, etc. Donc voilà, donc du coup, non, j'ai pas pu parce qu'au départ, c'était vraiment avec les moyens du bord, aider de notre réseau, de nos réseaux de chercheurs. Et puis après, franchement, il faut que je remercie les journalistes, quoi. Ils ont, voilà, même si on dit il y a eu tout et son contraire qui a été dit dans la presse, en fait, ils ont été vraiment d'une aide précieuse. Et après, venir chercher les résultats pour les diffuser, pour que les gens sachent ce qui se passe, ce qu'ils ressentaient. En fait, moi, voilà, c'était ouvrir une page pour que les gens puissent s'exprimer aussi. Donc, ils l'ont fait à travers des mails. Et après, je leur ai envoyé le rapport. Je leur ai signalé que le rapport était disponible sur LinkedIn. Et puis après, l'université, on a été déconfinés. Puis en septembre-octobre, c'était difficile de suivre et de pouvoir tout alerter, leur relancer le 2e rapport redressé, etc. Donc, il y en a qui sont connectés avec moi sur les réseaux pour avoir l'information. Donc voilà, c'est ça la limite. Après, il y a une autre enquête qui a été menée à Toulouse par un sociologue. Dans son équipe, il y avait Michel Crossetti, qui est quelqu'un qui appartient à notre association de sciences régionales. Et du coup, eux, ils ont réussi à suivre un petit peu des personnes. Alors, ils sont en train de traiter des données et tout. Et on peut voir des tendances qui se dessinent aussi. Alors, eux, ils n'avaient pas tout à fait la même approche, c'était moins une approche bien-être. Moi, vous avez bien compris, à chaque fois, toutes les questions étaient liées potentiellement à ce qu'on dit sur le bien-être, sur les travaux sur le bien-être. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais voilà, toutes les questions étaient dans ce sens-là. Est-ce que ça va avoir un effet négatif ou positif sur le bien-être, l'emploi du temps, par exemple, voilà. Donc, du coup, ce n'était pas tout à fait la même optique, mais on retrouve la question du balcon. On nous a dit souvent, ce qui était surprenant, c'est que les gens qui étaient dans un appartement avec balcon ont moins bien vécu le confinement.
que les autres, en fait. Enfin, leur niveau de bien-être a chuté plus que ceux qui avaient un appartement sans vue ou avec vue. Ça a été une donnée assez surprenante pour nous en résultat. Et en fait, à Lyon, ils ont fait une petite enquête juste sur le logement dans la métropole de Lyon et ils retrouvent les mêmes résultats. Donc en fait, voilà, même des choses qui sont contre-intuitives, moi j'ai vérifié, enfin voilà, on a vraiment fait un gros travail. Et en fait, voilà, on va les retrouver dans d'autres. Pourtant, sur les animaux, il y a une enquête qui est sortie en Angleterre qui nous disait que ça avait eu un effet positif. Mais en fait, un effet positif parce que les gens qu'ils ont enquêtés, c'est des gens qui ont des préoccupations environnementales, qui sont déjà engagés, en fait, qui sont dans l'engagement. Donc, en fait, quelque part, il y a un biais, en fait, dans leur enquête. Ce n'est pas l'ensemble de la population. Voilà, donc du coup c'était le seul résultat que j'avais trouvé à l'envers. Je me suis dit, mais mince, il y a une erreur quelque part. Mais en fait, non. Voilà, donc du coup, après, en creusant eux qui ils avaient enquêté, j'ai compris que c'était peut-être logique qu'ils ne trouvent pas les mêmes résultats. Mais oui, c'est un peu frustrant. Mais après, c'est hyper chronophage. Enfin, je sais pas, c'est toujours pareil, quoi. J'aurais bien voulu qu'on continue à exploiter. Donc là, vous nous avez donné, vous m'avez obligé à exploiter une partie que je n'avais pas exploitée, donc c'est bien. Mais voilà. Moi, je ne peux pas avoir d'explication parce que du coup, c'est en croisant des données, en fait. Mais par contre, en discutant avec les gens de la métro de Lyon, on s'est aperçu que quelque part, en fait, c'est des gens qui avaient plus d'aspiration, en fait, et qui étaient déjà dans une situation plus favorable et donc qui avaient peut-être subi la perte de certaines activités, le fait de pouvoir aller dans une maison de résidence secondaire ou autre, de se déplacer plus que les autres parce qu'ils étaient dans un logement plus aisé. Donc, du coup, c'est aussi comme ça qu'on voit que sur certaines régions de France, le niveau de bien-être était plus important, mais ils ont une chute plus importante aussi. Parce qu'à certaines activités auxquelles ils s'adonnaient, ils ne pouvaient plus le faire. Et donc, la question des balcons doit être liée aussi à un certain nombre d'activités, à une typologie de personnes. Et puis, du coup, il y a ça. Et puis de l'autre côté, le balcon, des fois, si vous avez un balcon qui donne qui sert d'entrepôt ou de cave, enfin voilà, vous l'utilisez pas. Et donc il y a beaucoup de balcons, notamment dans les HLM et autres. Il y a des gens qui ont amélioré leur balcon, qui ont nettoyé tout pendant le confinement, et d'autres, finalement, ils pouvaient pas y aller parce que le balcon il est là, mais face à un mur. Enfin voilà, c'est ça. Donc il y a ça aussi. Donc ça, c'est plutôt des petits travaux qui ont été menés à Lyon par quelques étudiants pour montrer ça en fait. Mais voilà, mais ça reste quand même un petit peu un mystère. Voilà. Je me souviens d'architectes, et pas des moindres, qui disent toujours qu'ils ne construisent pas de logement sans balcon. Mais je ne pense pas que ce soit un facteur déterminant dans un sens comme dans un autre, en fait. Il y a d'autres facteurs qui font que l'absence de balcon n'est pas, totalement déterminante. Je peux vous donner une anecdote à propos d'un balcon. Typiquement, un balcon avec une vue relativement dégagée, bon, il y a une grande avenue mais qui a été transformée, donc qui est beaucoup moins gruyante, c'est un élément de stress pour la mère qui a un enfant en bas âge. Voilà. Et donc, elle ferme la fenêtre, son mari l'ouvre, elle la referme, et les gens lui disent « Pourquoi tu ne mets pas la petite sur le balcon à jouer ?» Mais elle peut même plus passer, elle peut même pas passer sur le balcon. Bon, bref, c'était une anecdote, mais voilà, c'est la relation au balcon aussi qui est peut-être que les architectes auraient peut-être à explorer. Voilà. Un petit peu ce qu'on s'est dit à l'outil autour de la communication de Manon sur les catacombes, les cataphiles et le passage en fait, la chatière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de dur entre le dedans et le dehors. Entre je suis dedans et puis je m'accommode dedans, j'aime ça ou j'aime pas ça, et puis je suis dehors de façon normale. Dans le balcon, il y a quand même aussi une confrontation à l'extérieur. Comme de sortir son animal, on adore aller se balader, on adore son chien, etc. Mais peut-être que c'est dans cette confrontation, dans le passage, et puis alors je ne sais plus qui, ce matin, on a parlé du ventre maternel, ça c'est Manon aussi je crois. Donc c'était une question justement que je voulais vous poser, etc. Enfin, voilà, le passage, je pense, c'est quelque chose, un changement d'état qui peut aussi... ne pas être si contre-intuitif que ça, en fait. Oui, je pense que ça serait intéressant à explorer. Alors du coup, je ne vous ai pas présenté, mais j'avais
passé en revue toutes les questions en mettant des codes couleurs pour voir où ça augmentait, où ça diminuait un peu bêtement. Mais du coup, j'ai les pratiques d'achat des gens. Combien de fois ils vont par semaine faire leurs courses avant, mais pendant le confinement, etc. Et en fait, tous les bienheureux, en fait, c'est vraiment une diminution nette. Ils n'y vont plus que tous les 15 jours. Voilà. Une grande partie n'y va plus que tous les 15 jours faire les commissions, en fait. Alors que dans les autres, on a des gens qui, au contraire, sous prétexte il manque quelque chose, ils en profitent pour sortir une fois par jour. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est des gens qui ont vraiment arrêté, pas tous, mais une grosse part, a arrêté finalement d'aller dehors. Donc voilà, mais en même temps, ils étaient avec des enfants à l'intérieur et des fois avec plus que 2 adultes aussi, parce que j'avais la question sur le nombre d'enfants, mais sur le nombre d'adultes aussi. Donc là, je ne vous ai pas tout sorti, parce que déjà, je vous ai noyé, donc voilà. Mais du coup, oui, je pense qu'il y a cette question-là, peut-être aussi une question d'acceptation. Ils trouvent que, par exemple, les mesures gouvernementales, ils sont plus d'accord en majorité que les autres enquêtés. Et ils trouvent que ça a plutôt été bien géré, en fait. Ils ont de l'inquiétude pour leurs proches, mais pas plus que les autres enquêtés, et peut-être un peu moins. Donc voilà. Et on le voit avec la colère, ils sont moins en colère. Donc du coup, il y a cette question, peut-être qu'il y a aussi une question d'acceptabilité, mais ça, comment on peut la saisir, enfin, à travers mes questions, c'était pas possible, en fait. Voilà. Oui. Vous avez abordé un peu la question des enfants. Je me demandais s'il y avait des enquêtes qui avaient été menées sur la manière dont les enfants avaient vécu le confinement et qu'est-ce qui aidait un peu leur rapport à ce moment-là. Alors du coup, nous, on a une collègue, Catherine Dessinges, en fait, à Lyon 3, qui a mené une enquête, mais avec les écrans. Voilà, très très intéressante au niveau des résultats sur les enfants, le contact avec les écrans, avec des résultats où on va s'apercevoir que c'est pas forcément dans les classes les plus aisées où les écrans sont moins présents en fait et où les enfants vont mieux vivre le confinement. Enfin, c'est un peu c'est assez intéressant, donc je vous renverrai plutôt au travail de Catherine Dessinges. Elle était dans notre réseau, on l'a intégrée dans Corté. Donc du coup, son enquête a été diffusée aussi à travers Corté, donc vous trouvez facilement sur Twitter. Et après, il y a quand même sur les enfants, sur la question des enfants, mais alors plutôt en bas âge, c'est à Toulouse en fait, c'est le groupe BECO, B-E-C-O, et il y a beaucoup de médecins, de psychologues qui travaillent là-dessus. Le colloque, il est... je ne peux pas y aller, donc il est bientôt en fait. Et eux, ils ont eu des travaux sur les enfants, donc aussi pendant le confinement et puis avant le confinement. Donc on peut croiser. Donc c'est un bon réseau en fait avec des travaux vraiment de très bonne qualité. Donc voilà, ça vous pouvez aller regarder Beko. Ils sont sur Twitter, donc c'est assez facile à trouver. Et c'est bientôt le colloque. Il est je sais plus, il est en juin ou en mai. Je sais plus, enfin voilà. Mais sur les enfants, oui, il y a eu quelques travaux de mener. Et je trouve le travail de Catherine Dessinges est intéressant. Elle l'a fait avec quelqu'un de Paris 8, dont j'ai oublié le nom. Donc j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Mais voilà, vous pouvez trouver quelques résultats intéressants. Et sinon, ce que j'ai vu passer sur les enfants, nous, on s'était concentré sur son enquête à elle, en fait, principalement. Ouais, c'est quand même une des enquêtes qui a été assez novatrice, en fait. Voilà. Mais du coup, non, moi, j'avais pas de questions. Alors, il y a des gens qui m'ont envoyé des mails en me disant mes enfants, ils veulent répondre au questionnaire. Mais en fait, j'avais pas le droit parce que voilà, je tombe encore dans... Voilà. Donc, du coup, j'ai pas pu... Ils m'ont signalé que leurs enfants avaient fait le questionnaire. Du coup, j'ai pu les retirer. J'avais noté la date, l'heure. Et comme on a ces données-là, j'ai pu les retirer en nettoyant la base pour pas que ça fausse mes résultats. Mais du coup, voilà, ils auraient voulu en fait qu'il y ait le même questionnaire pour les enfants. Mais malheureusement, j'ai pas pu le lancer, quoi. Ce qui est un peu dommage. Mais je suis pas sûre que j'ai envie que des enfants répondent à un questionnaire sur Internet. Donc, c'est encore autre chose. Mais bon, sous supervision des parents, peut-être. C'est bien, ça peut faire un petit jeu. Mais pourquoi elle pose la question, la dame? Et là, ça peut être intéressant si les parents répondent. Donc, bon. Voilà, donc c'est un peu voilà. Mais en fait, mon rêve, ça serait de travailler sur les enfants. Mais je crois que c'est un rêve éveillé. J'y arriverai jamais. Donc, voilà.